On est une nuit d'Halloween en 2002. 4 jeunes filles marchaient tranquillement dans une rue déserte quand elles sont passées à côté d'une vieille église. Un homme se tenait devant cette église, dressé de vêtements assez particuliers. Il était habillé de vêtements de clown. Un clown devant une église, c'est assez atypique, n'est-ce pas? Il s'approcha des jeunes filles et leur posa une question. Il leur a demandé si par hasard elles n'auraient pas vu son chien. Les jeunes filles lui ont répondu que non, et l'homme a donc demandé si elles pouvaient l'aider à le retrouver. Les jeunes filles assez gentilles ont accepté, et l'homme au costume de clown les a donc conduits, toutes les 4, à l'intérieur de la vieille église. Dès que l'ensemble du groupe était dans le bâtiment, l'homme habillé en clown a fermé la porte derrière lui et l'a verrouillée à clé. Les jeunes filles étaient maintenant piégées et elles ont réalisé très rapidement qu'il était trop tard pour s'enfuir. Elles ont essayé quand même de courir, mais le clown était beaucoup plus rapide qu'elles. Le clown a attaché les filles et les a gardées comme ça pendant des heures. Il a fait des choses horribles avec elles et on entendait leurs cris résonner entre les murs de l'église. Après avoir pris autant de plaisir qu'ils voulaient, les filles pensaient que le clown allait les relâcher, mais elles se trompaient fortement. Il les a assassinées une par une et s'est ensuite échappé de l'église, disparaissant dans la nuit. Les gens qui ont croisé le chemin du clown après cela ne se doutaient pas une seule seconde de ce qu'il avait fait juste avant, parce qu'on était la nuit d'Halloween et beaucoup de personnes ce soir-là portaient des costumes. Si seulement ces gens savaient que ce costume de clown était taché de rouge parce qu'il venait de commettre un meurtre. Le lendemain matin, le prêtre local est allé à l'église. Il a été assez surpris de voir que la porte d'entrée était restée grande ouverte. Il s'est aventuré avec précaution à l'intérieur du bâtiment et dans la pénombre, il a entendu un son comme des gouttes qui tombaient sur le sol. En s'aventurant un peu plus profondément dans le bâtiment, il a vu une mare de sang. Il a rapidement allumé toutes les lumières de l'église pour éclaircir justement ce qu'il pensait avoir vu. Et effectivement, ses yeux ont vu un spectacle des plus horribles. Le fameux son de gouttes qui tombent sur le sol avait une origine vraiment très macabre. Les corps sans tête des 4 jeunes filles étaient accrochés au plafond et leur sang coulait sur le sol, plus précisément sur l'autel qui se trouvait juste en dessous. Mais attention, cette histoire aurait pu s'arrêter ici, déjà dans ce contexte macabre, mais ce n'est pas le cas. Des choses terribles vont encore se produire. Les jeunes filles ont été enterrées dans le petit cimetière derrière l'église et quelques semaines plus tard, les parents de ces jeunes filles décédées ont reçu des colis bien particuliers. Ces parents ont ouvert ces colis et chacun d'entre eux est tombé d'horreur et de tristesse. Dans les colis adressés à chaque parent se trouvait la tête de leur fille décédée. Certaines personnes disent que si on se rend dans l'église le soir d'Halloween, on pourrait voir le fantôme de ces 4 jeunes filles sur l'autel. Une légende est née de cette histoire qui raconte que si on se rend dans l'église de nuit, on pourrait toujours entendre les cris des jeunes filles qui sont décédées cette nuit-là résonner entre les murs du bâtiment. Aujourd'hui, l'homme qui a commis cette atrocité n'a jamais été retrouvé. Donc rappelez-vous bien de cette histoire si jamais un homme vous demande de l'aider à retrouver son chien. Peut-être serait-ce un piège de cet individu pour commettre de nouveaux meurtres. Les amis, cette histoire s'arrête ici. Que dire de plus à part que c'est très macabre. C'est vraiment très creepy, horrible. Le destin de ces jeunes filles était scellé à partir du moment où elles se sont fait enfermer dans l'église et c'est horrible ce qui leur est arrivé. C'est horrible ce clown tueur, parce que clairement c'est comme ça qu'on peut le qualifier, et horrible, d'un sadisme des plus extrêmes, au point qu'il a justement envoyé la tête de ses victimes à leurs propres parents. On peut pas faire, je pense, plus sadique que ça. C'est vraiment une horreur. Les amis, pour cette histoire-là, on reste dans le thème d'Halloween et je pense que si vous avez déjà des petits frissons à ce moment de la vidéo, ça va être loin de s'atténuer. Iskra était une femme à poupée. Notre village était petit et n'était pas très fortuné, il ne se portait pas très bien. On avait simplement de quoi boire, de l'eau fraîche et de quoi se nourrir à notre faim, mais c'était la seule chose qu'on avait. Les petits garçons du village avaient quelques jouets en bois, des petites voitures, des petits chevaux, des petits soldats qui avaient été fabriqués par les pères du village. Mais en tout cas, toutes les petites filles du village, elles, avaient des poupées magnifiques qui avaient été créées par Iskra, la fameuse femme aux poupées qui créait les poupées. Le mari d'Iskra était un fermier et l'homme le plus riche du village jusqu'au moment où son cœur l'a lâché. Iskra n'avait jamais eu d'enfant avec ce mari et elle adorait ça, du coup c'est pour ça qu'elle donnait autant d'amour aux enfants du village. Comme si tous les enfants du village étaient les siens. À chaque 6e anniversaire d'une jeune fille du village, elle lui offrait une poupée magnifique qu'elle avait confectionnée elle-même. Alors, elle les avait pas confectionnées à 100%, la poupée en elle-même, elle l'achetait dans une autre ville pour que ce soit de la meilleure qualité possible, mais par contre, elle confectionnait les vêtements de la poupée elle-même. Donc, elle participait quand même à la création. Les jeunes filles adoraient ces poupées, elles en étaient vraiment folles dingues, et du coup, naturellement, elles adoraient Iskra qui leur remettait la fameuse poupée à leur anniversaire.
C'est normal, on te fait un beau cadeau, tu vas avoir tendance à apprécier la personne qui te fait ce magnifique présent. Tout s'est déroulé comme ça pendant des années. Mais vous vous en doutez bien, on est sur une histoire d'horreur, donc les choses ont changé d'une manière assez creepy. À son 6e anniversaire, une jeune fille du nom de Claudia a reçu la fameuse poupée de la part d'Iskra, et cette poupée était habillée d'une robe verte et avait des yeux magnifiques faits en verre. Elle prenait sa poupée partout où elle allait, d'ailleurs comme beaucoup des jeunes filles faisaient, tellement elles étaient fans de leur poupée, et à peu près une semaine après son anniversaire, on jouait tranquillement dans les champs avec Claudia, quand soudainement, elle s'est effondrée au sol. On s'est précipité pour aller chercher ses parents, qui ont eux appelé un docteur. Le docteur a dit que Claudia avait une fièvre très élevée et très dangereuse. Le médecin ne s'était pas trompé, quelques jours plus tard, Claudia est décédée suite à cette maladie. Avant que la nouvelle de sa mort ne se répande, la mère de Claudia s'est précipitée à la porte de Iskra et a jeté la poupée sur sa porte. Elle clamait que c'était la poupée qui avait donné cette fièvre à sa fille, qu'en fait Iskra avait lancé une sorte de malédiction à sa fille au travers de la fameuse poupée. C'est assez étrange quand même comme dire, sachant que toutes les filles du village ont une poupée de Iskra. Iskra a ouvert la porte, naturellement alertée par les cris de la femme qui se tenait devant chez elle, et elle a commencé à pleurer. Elle était très peinée de cette accusation. La mère de Claudia a ensuite été écartée par son mari, le père de Claudia, et tout le monde dans le village s'est accordé sur le fait qu'elle avait un peu pété un câble à cause de la mort de sa fille, et qu'elle avait décidé de mettre toute cette colère sur le dos de Iskra. Mais depuis ce moment-là, j'ai remarqué que de plus en plus d'adultes qui étaient amis avec Iskra ont commencé un peu à se détourner d'elle, comme si les accusations qu'avait lancées la mère de Claudia avaient quand même eu un impact. Iskra n'a pas été vue pendant quelques jours après ces événements, tout le monde a supposé qu'elle était en train un peu de se remettre de ce qui s'était passé, et l'anniversaire de ma petite sœur, ses 6 ans, sont arrivés. Iskra a toqué à ma porte et elle lui a présenté une magnifique poupée, comme elle avait l'habitude de le faire. Cette poupée avait de magnifiques yeux bleus et la robe était également bleue en accord avec les yeux. On dirait bien que Iskra en fait voulait un peu faire oublier les accusations qui avaient été portées à son encontre et montrer qu'elle était une bonne personne, qu'elle l'avait toujours été. Et en fait cette fameuse poupée qu'elle adressait à ma sœur était un peu un moyen de montrer tout ça au reste du village. Exactement 2 semaines après que Iskra ait transmis la poupée à ma sœur, ma jeune sœur Nika, qui avait reçu la poupée, est morte à cause de la fièvre, la même qui avait emporté Claudia. Mon père était dévasté. Pendant 2 jours, il était assis dans la maison, la poupée qu'avait donnée Iskra entre les mains, à l'analyser sous toutes les coutures. C'est au bout de ces 2 jours qu'il a décidé de confronter Iskra par rapport à ça. C'était comme si on revoyait la mère de Claudia quand sa fille était morte. Mon père était allé devant la maison d'Iskra, avait jeté la poupée sur la porte et l'accusait d'avoir maudit la poupée et par conséquent d'avoir maudit sa fille. Il a également ajouté que c'était une sorcière, qu'elle avait jeté une malédiction sur la poupée et c'était pour ça que Nika était morte. Iskra est également, comme avant, sorti de sa maison et a clamé son innocence. Au bout de quelques minutes de confrontation, mon père a été écarté de la maison d'Iskra par le docteur et Iskra, elle, est retournée chez elle. Exactement comme avec la mère de Claudia. Sauf que cette fois-ci, ça ne s'est pas arrêté là. Un par un, chaque villageois du village dont la fille avait reçu une poupée de la part d'Iskra, s'était présenté devant sa porte et avait déposé la fameuse poupée devant sa porte, en guise un peu de rejet. Il y avait 20 ans de cadeaux donnés par Iskra qui avaient été remis sur le pas de sa porte. Personne n'a jamais vu Iskra emmener les poupées à l'intérieur de sa maison, mais ce qui est sûr c'est que le lendemain, toutes les poupées avaient disparu. On pourrait se demander ce qui s'est passé avec ces poupées. C'est assez mystérieux. Peut-être qu'elle les a ramenées pendant la nuit, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que personne ne l'a vu. Il n'y a eu aucun témoin vis-à-vis du déplacement de ces poupées. D'ailleurs, on n'a plus revu Iskra à la suite de cela. Elle n'est jamais ressortie de sa maison. Parfois, j'ai l'impression de la voir, au travers de la fenêtre de chez elle, qui regarde discrètement les enfants jouer à l'extérieur. Son visage était devenu pâle, ses yeux étaient rouges comme si elle pleurait en continu. Elle semblait vraiment tomber au fur et à mesure dans la folie. Je ne l'ai plus jamais revue après ça. Et la gentille Iskra, la femme aux poupées, a été oubliée. Des années sont passées, j'ai quitté le village. Je repense de temps en temps à Iskra, qui regardait à l'extérieur de sa maison avec ses yeux rouges, et je me sentais un peu désolé pour elle. J'avais de la compassion. Je n'ai jamais cru qu'elle avait blessé qui que ce soit par l'intermédiaire de ses poupées. J'ai toujours pensé que c'était juste une coïncidence que les enfants tombent malades d'une certaine fièvre, après que Iskra leur ait donné une de ses créations. J'ai trouvé ça vraiment injuste qu'elle soit accusée de tout cela parce que le village avait besoin d'un bouc émissaire pour accuser le coup. C'est en tout cas ce que j'ai toujours cru. Et un été, j'ai reçu une lettre de mon père. Le village ne se portait pas bien du tout et d'ailleurs les villageois le quittaient au fur et à mesure. Mon père avait décidé de déménager dans une ville avoisinante et il me contactait pour me demander si je pouvais l'aider à déménager ses affaires.
J'ai accepté pour voir ce village, le village de mon enfance, une dernière fois. Pendant qu'on rangeait ses affaires dans les cartons, j'ai jeté un coup d'œil vers la maison d'Iskra. Il y avait des trous dans le toit et les fenêtres étaient vieilles et brisées. J'ai demandé à mon père ce que la femme était devenue, ce à quoi il m'a répondu qu'il ne savait pas et qu'il s'en fichait. Elle n'a plus jamais été revue depuis que moi-même je l'ai vue au travers de sa fenêtre. Il y a de ça encore des années. Est-ce qu'Iskra était morte? Est-ce que son corps a été retrouvé? Personne n'en avait la moindre idée. Personne n'était rentré dans la maison par inquiétude. Je me souviens m'être senti attristé, vraiment, comme si j'avais perdu un proche. Quand le soleil a commencé à se coucher, j'ai décidé de m'aventurer auprès de la maison d'Iskra, ou du moins ce qu'il en restait. Mon père a essayé de me stopper en me disant qu'il n'y avait aucun intérêt à s'y rendre, mais je ne l'ai pas écouté. J'avais besoin de savoir ce qui s'était passé. Je voulais savoir ce qui était arrivé à Iskra. Peut-être que je devrais enterrer ses restes si nécessaire. Je me sentais en partie responsable de ce qui s'était passé, et j'aurais pu peut-être intervenir, essayer de plaider en sa faveur quand toutes ces accusations sont sorties contre elle. Mais qui m'aurait écouté? J'étais juste un enfant. La porte de la maison d'Iskra s'est ouverte, non sans difficulté. Il y avait une certaine pénombre à l'intérieur de la maison. Il y avait des toiles d'araignée, beaucoup de poussière, mais une odeur m'a interpellé. Une odeur de viande qui cuisait. Mais à part des chaises et une table au rez-de-chaussée, il n'y avait rien du tout. L'odeur s'intensifiait au fur et à mesure que je montais le petit escalier, et j'ai commencé à ressentir de la peur au fur et à mesure que je m'approchais du lit d'Iskra, dans sa chambre. Si on devait trouver ses restes, ce serait certainement à cet endroit-là. J'étais sûr qu'elle était morte, comme Nika, comme Cladia. J'en étais absolument certain. Mais au fur et à mesure que je m'approchais du lit, j'ai été surpris de voir que le lit était totalement vide. Le lit était d'ailleurs fait, et il n'y avait aucun signe d'Iskra. Peut-être qu'elle a quitté le village, qu'elle est partie une nuit, et personne ne l'a vue. J'allais sortir de la maison en repassant par les escaliers que j'avais empruntés, quand j'ai remarqué qu'il y avait une échelle posée dans un coin qui menait directement au grenier. J'ai jeté un œil au plafond et j'ai remarqué que la trappe d'accès était fermée. J'ai testé l'échelle pour voir si elle était encore solide, et effectivement c'était le cas. J'ai commencé à grimper à l'échelle, j'ai poussé la trappe au plafond, elle n'était pas fermée à clé. Elle s'est d'ailleurs ouverte plutôt facilement. L'odeur que j'avais sentie en entrant dans la maison était encore plus forte dans le grenier. Les derniers rayons du soleil de la journée éclairaient encore cette zone de la maison, et quand j'ai jeté un coup d'œil aux alentours, mon cœur a sursauté. J'ai vu des petits visages dans le grenier me regardant. J'ai vite compris que c'était des morceaux des poupées que Iskra avait réalisées. Toutes les poupées que Iskra avait confectionnées et données aux jeunes filles et qui lui avaient été rendues par la suite étaient entreposées dans le grenier. En marchant dans le grenier, j'ai remarqué que le temps n'avait pas été clément avec ces objets. La pluie qui avait dû s'infiltrer par les trous dans le toit les avait gravement endommagées. Elles étaient maintenant craquées, les vêtements étaient déchirés et ça a clairement commencé à me donner la chair de poule. J'ai fait encore quelques pas dans le grenier quand j'ai vu quelque chose bouger du coin de mes yeux. Je me suis retourné, mais je n'ai rien vu. J'ai continué à avancer un petit peu et ce mouvement s'est reproduit. À ce moment-là, j'ai entendu un chuchotement, un murmure qui m'a totalement terrorisé. J'ai décidé de quitter la maison rapidement et de retourner voir mon père. Je me suis retourné et j'allais me diriger vers l'échelle quand, à ma grande surprise, Iskra se tenait devant moi. Elle était comme en décomposition et me fixait de ses yeux rouges. Elle a poussé un cri strident juste devant moi, quelque chose qui a eu comme effet sur moi comme si on me perçait le cœur et qui m'a terrorisé encore plus que je ne l'étais déjà. J'ai crié, je l'ai contourné, j'ai emprunté l'échelle et je suis sorti aussi vite que j'ai pu de sa maison. Pendant que je courais dans la maison pour en sortir, j'ai entendu des hurlements et un rire. J'ai réussi à sortir de la maison, j'ai couru vers les cartons et là où mon père se tenait, et me voyant aussi apeuré, il m'a demandé ce qu'il s'était passé. J'étais encore choqué par ce que j'avais vu, pris par la peur et j'avais du mal à parler. On a quitté le village immédiatement, sans se retourner. Une heure plus tard, j'étais encore sous le choc, et encore une heure plus tard, je pouvais encore sentir dans mes narines l'odeur que j'avais sentie à l'intérieur de cette maison. J'ai essayé d'expliquer ce que j'avais vu à mon père, il m'a dit qu'elle avait sûrement eu une punition divine pour avoir tué tous ses enfants. Elle devait sûrement être punie entre la vie et la mort. Je restais assez dubitatif par rapport à ça. Je me souviens très clairement avoir entendu un rire malsain en sortant de la maison. Je me demande si, motivée par la rage de ces fausses accusations à son encontre, elle n'aurait pas réussi à tromper la mort pour prendre sa revanche sur ceux qui l'auraient accusée à tort. Ou peut-être que je deviens juste paranoïaque, tout aussi paranoïaque que ceux qui l'ont accusée des années plus tôt. Tout ce que je sais, c'est que je suis sûr de ce que j'ai vu. J'ai vu quelque chose qui devrait être morte depuis des années, mais qui était encore bien vivante. Maintenant j'ai grandi, j'ai des enfants, et ce qui est sûr, c'est que jamais je ne les laisserai jouer avec des poupées. Les amis, cette histoire s'arrête ici. N'est-elle pas incroyable? Est-ce que maintenant vous allez jeter toutes les poupées que vous avez dans votre maison? Je vous le conseille. Je vous le conseille, on ne sait jamais, parce que Iskra, elle est peut-être derrière tout ça, vous le savez pas. Peut-être qu'elle a ouvert son petit magasin, où elle vend ses poupées, on vous en a offert une. Peut-être. En tout cas, on peut avoir bien sûr plein de théories. Est-ce que Iskra est effectivement une sorte de sorcière qui aurait maudit des poupées pour atteindre des jeunes filles?
On pourrait se dire peut-être, mais pourquoi? Parce qu'elle a toujours été appréciée dans le village, son mari était riche, on peut se demander pourquoi elle ferait une chose pareille. On n'a aucun élément dans l'histoire qui pourrait dire que le fermier est mort à cause de quelqu'un dans le village ou d'une décision du village qui a fait que ça a conduit à sa mort et du coup elle veut se venger. Ça reste un vrai mystère. Moi, ma théorie personnelle, celle en tout cas à laquelle je pense maintenant, c'est qu'en fait, il y avait une maladie qui se répandait dans le village par les enfants et c'est ça qui leur causait la fièvre. On nous dit que c'est un village qui n'avait pas vraiment de moyens, du coup, pour les soins, ça devait être très difficile d'accès. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas être soignée. Forcément, quand on a quelque chose qu'on ne comprend pas, et ça c'est quelque chose que l'histoire nous a quand même bien montré, on recherche un bouc émissaire pour dire tiens, toi, c'est à cause de toi que tout ce qui se passe de mauvais dans le village existe, donc si on te condamne, si on te tue, tous les malheurs vont cesser. Et si les malheurs ne cessent pas, on va accuser encore quelqu'un d'autre. Et ça c'est quelque chose qui est prouvé dans l'histoire, ça a un nom. D'ailleurs je ne sais pas si ça s'appelle pas le syndrome du bouc émissaire, mais c'est quelque chose de scientifiquement, enfin peut-être pas scientifiquement, mais historiquement, qui est montré, c'est quelque chose qui existe clairement. Et je pense que Iskra en a fait les frais, et à cela on a ajouté un élément de paranormal, où justement Iskra a été accusée à tort, alors qu'elle n'avait rien à voir dans l'histoire, et en fait elle est encore là justement pour dissuader les curieux ou attaquer les curieux qui l'auraient justement accusé. Et du coup Iskra demeure toujours dans sa maison. Après, est-ce qu'elle est en attente que quelqu'un dise non, tu n'y es pour rien et la libère, ou est-ce qu'elle est là clairement pour se venger? Ça, libre à vous de vous en faire votre propre avis. En tout cas, personnellement, je pense que les poupées, c'est terminé. C'est terminé. Je ne les regarderai même plus dans les yeux. Déjà, je trouve ça flippant de base. Là, c'est terminé. Clairement. Là, c'est foutu. C'est foutu. Bon. Dans cette première histoire, on va voir quelque chose concernant un jeune garçon du nom de Hayden. Hayden était un petit garçon qui était connu dans toute la ville où il vivait, sauf qu'il y a un petit hic avec ce jeune garçon, c'est qu'il est mort. Et comme tout le monde le connaissait dans la ville, le jour de ses funérailles, quasiment tout le monde s'est présenté pour lui présenter leurs derniers hommages. Le père d'Hayden, lui, était un peu en retrait, il essayait de masquer ses larmes, il était totalement attristé de savoir que son fils n'aurait jamais une belle enfance, que son enfance s'est arrêtée comme ça brutalement. Sa mère pleurait à chaudes larmes également, elle se remémorait la naissance de Hayden, elle se rappelait que ce jour était le plus beau jour de sa vie, et c'était son enfant unique, elle n'en avait pas d'autre. Elle aurait donné sa vie pour que son enfant puisse vivre. Son professeur avait également les larmes aux yeux, il se rappelait de Hayden qui était un très bon élève, qui avait toujours le sourire sur son visage. En plus de ça, Hayden avait des attentions particulières vis-à-vis du professeur. Il laissait tous les matins une petite pomme, comme ça, pour lui faire plaisir. C'était vraiment un jeune garçon très gentil. Il y avait également une jeune camarade de classe du petit Hayden. Elle pleurait en se demandant pourquoi la vie était si cruelle. Hayden était son premier amoureux. Il y avait également un voisin qui vivait juste à côté du jeune homme, qui avait le même âge que lui, qui lui se disait que le voisinage allait être maintenant très calme depuis que Hayden était parti. Il y avait également une vieille dame qui vivait dans la rue où vivait Hayden, qui elle aussi était très attristée par la situation. Hayden était un garçon vraiment adorable. À chaque fois qu'il voyait la vieille dame rentrer de ses courses, il courait vers elle pour l'aider à porter ses sacs. Un commerçant de la ville se souvient, quant à lui, d'un jour où Hayden est venu dans sa boutique acheter des bonbons pour les offrir à plein d'autres enfants dans la ville. Vraiment, Hayden était quelqu'un, un jeune garçon avec le cœur sur la main. Comme dans beaucoup d'enterrements, il y avait un prêtre qui récitait des prières, pendant que le cercueil était en train de descendre petit à petit dans le trou qui avait été fait dans le cimetière. Lui aussi avait des pensées émues envers le jeune garçon. Il se rappelait, lui, de son côté, quand Hayden l'aidait à préparer les messes du dimanche. Et enfin, dans cette assemblée, il y avait également le boucher. Le boucher, lui, se demandait ce qu'il y avait dans le cercueil. Pourquoi ? Parce qu'il a passé la nuit précédente à mettre en pièces le corps du jeune Hayden et a mis la chair du jeune garçon en évidence dans la vitrine de sa boucherie. Cette histoire s'arrête ici, c'est très simple, le boucher est un assassin. Là on passe pas par 4 chemins pour aller à un endroit, on sait directement que c'est lui. C'est admis dans l'histoire, il n'y a pas de supposition possible. Ce qui est intéressant dans cette histoire je trouve, c'est que on voit un peu chacun qui a des souvenirs du jeune Hayden, même le boucher en soi. Le souvenir qu'il a lui, ce n'est pas un souvenir ému, c'est le souvenir de son assassinat du jeune garçon. Histoire très macabre. Paix à toi Hayden si jamais tu regardes cette vidéo de là-haut, puis on espère que le boucher va vite arrêter. Je pense en soi que c'est le bon moment pour devenir végétarien. Allez, on passe à l'histoire suivante. Dans cette histoire-là, on va suivre l'aventure de 2 jeunes garçons. Ils s'appellent Billy et Richie. Leurs parents étaient partis pour s'occuper en amoureux pendant la soirée,
Et étant assez jeunes, ils ont été confiés à une babysitter. Une babysitter qu'ils connaissaient déjà assez bien, du nom de Agnès. Sauf que le petit bémol dans cette histoire, c'est que cette babysitter, il l'a détestée. Elle était imposante, moche, elle sentait la cigarette, c'était vraiment pas très agréable pour des enfants. Dès que les parents sont partis de la maison, Agnès a dit « Les enfants, il est temps d'aller au lit ». Les enfants ne sont pas très contents parce qu'ils disent que leurs parents les a autorisés à rester éveillés jusqu'à 11h. Agnès répond à ça que les parents ne sont plus là et que du coup c'est elle qui fait la loi à la maison. Je suis la responsable, donc vous faites ce que je vous dis. Donc vous arrêtez de me contredire et vous filez au lit. Richie marmonne, tu es vraiment une très mauvaise babysitter. Et Agnès répond à ça, et vous êtes de très mauvais garçons. Les deux jeunes garçons continuent de protester. Ils restent là, debout fixement sur le sol, sans bouger le moindre orteil. Là, Agnès va dire, très bien, si vous ne voulez pas aller au lit, j'ai une petite surprise pour vous. Et tout en disant ça, elle a un petit sourire malicieux. Elle ajoute, j'ai quelque chose qui devrait vous faire plaisir. Richie est étonné, il dit, qu'est-ce que c'est? Et la babysitter répond que c'est une histoire avant d'aller dormir. Mais pas n'importe quelle histoire. Une histoire qui est censée donner des petits frissons. La babysitter Agnès demande aux jeunes enfants s'ils sont partants pour l'écouter. Et les deux jeunes garçons ensemble disent que oui. La babysitter prépare tout de suite l'ambiance. Elle éteint les lumières, elle s'assoit sur le canapé et les deux jeunes garçons, eux, s'installent par terre devant elle. Voici ce que la babysitter raconte. Dans certaines villes, des gens ne ferment pas leur porte d'entrée à clé. Mais dans la ville où se passe l'histoire, tout le monde s'assure, au moins 3 fois, qu'avant d'aller dormir, la porte soit bien fermée. Mais également que les fenêtres soient bien verrouillées. Et il y a une très bonne raison à cela. C'est à cause de Madman Stan, le fou Stan. Personne ne sait d'où il vient. Certains disent qu'il vit dans le cimetière, qu'il dort entre les pierres tombales et qu'il est à la recherche d'hommes et de femmes. Mais ce qu'il préfère, ce sont les jeunes filles. Et encore plus que toute chose dans le monde, il préfère les jeunes garçons. À chaque fois, il enlève ses victimes, il les ramène au cimetière là où il réside, et personne n'ose parler de ce qu'il fait à ses victimes dans le cimetière. Les habitants qui vivent proches de cet endroit disent entendre parfois des cris la nuit, des cris de terreur, de souffrance, des cris qui les horrifient complètement. Certains disent qu'ils ont vu ce fameux Madman Stan, tard le soir, rôder de maison en maison, regarder chaque fenêtre, chaque porte pour essayer de s'inviter dans une des demeures de la rue à la recherche d'une entrée qui ne serait pas verrouillée. Et quand enfin il trouve ce qu'il est venu chercher, il rentre dans la maison. C'est pour cette raison que tout le monde verrouille ses portes d'entrée et ses fenêtres. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, il est l'heure d'aller au lit. Richie est un peu déçu. Il dit c'est tout, c'est pas vraiment une histoire. Et Agnès répond à ça, tu as raison. Ce n'est pas une histoire, c'est un avertissement. Je veux que vous alliez tous les deux au lit, et si j'en surprends un qui se réveille, j'irai ouvrir la porte d'entrée. Comme ça, Madman Stan viendra dans la maison et viendra vous enlever. 10 minutes plus tard, les deux jeunes garçons étaient au lit tranquillement. Ils étaient pas endormis mais bien réveillés et ils regardaient le plafond dans la pénombre totale de leur chambre. Richie repensait encore un petit peu à l'histoire qu'on lui avait racontée. Il demande donc à Billy, est-ce que tu penses que c'est vrai? Et Billy répond à cela, bien sûr que non, elle essayait juste de nous faire peur pour nous mettre au lit. Et là tout d'un coup, la porte de la chambre s'ouvre. Elle est grande ouverte. Très surpris, les deux jeunes garçons sursautent et c'était Agnès qui se tenait là, dans le couloir juste devant leur chambre. Elle crie, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous ne dormez pas, je vais aller ouvrir la porte d'entrée. Elle referme la porte de la chambre en la claquant, ce qui fait que les deux jeunes garçons se retrouvent de nouveau dans la pénombre. Et là, ils commencent un petit peu à trembler. Ils se cachent sous leurs oreillers, ils tremblotent un petit peu, et ils entendent les pas de la babysitter qui se dirigent vers la porte d'entrée. Billy chuchote, c'est de ta faute, pourquoi t'as été obligé de l'ouvrir? Richie répond, je suis désolé. Billy répond que maintenant la babysitter va aller ouvrir la porte d'entrée. Et Rich dit, mais t'as dit que toi tu n'y croyais pas à cette histoire. Et Billy répond que oui, il n'y croit pas. Et ça justement, ça interpelle un petit peu Richie, il lui dit, mais du coup, mais de quoi t'as peur? Et là Billy va dire qu'il n'a pas peur, il commence à parler de quelque chose mais il se coupe rapidement, on ne sait pas de quoi il parle. Il conclut juste en disant à son frère de se taire avant que la babysitter ne revienne. Les deux jeunes garçons sont allongés dans leur lit, ils regardent toujours le plafond, ils essayent de trouver le sommeil, mais ni l'un ni l'autre n'arrive à se détendre pour s'endormir. Ils repensent encore et encore à cette histoire et au fait que la babysitter aille ouvrir la porte d'entrée. En réalité, ils commençaient à penser que ce fameux Madman Stan allait venir les voir. Ils s'imaginaient déjà être traînés dans le cimetière et être victime d'atrocités commises par cet homme de l'histoire. Billy a sauté de son lit. Son cœur battait rapidement. Il est allé silencieusement devant la porte de la chambre. Il l'a ouverte
Délicatement, il a regardé dans le petit écart qu'il avait créé et il a dit que la voie était ouverte. Richie, son frère, demande mais où vas-tu? Et en fait, Billy avait un plan dans sa tête. Il allait silencieusement descendre vers la porte d'entrée pour la refermer à clé. Il se dirige donc totalement en discrétion à la porte d'entrée et là il se rend compte d'une chose étonnante. La porte d'entrée était déjà fermée. La babysitter avait menti, elle n'avait jamais réouvert la porte. Billy fait demi-tour, il retraverse la pièce à vivre pour retourner dans sa chambre et là quelque chose l'interpelle. Il voit que dans la pièce à vivre, il y a Agnès la babysitter qui est allongée sur le canapé avec la télé en face qui est éteinte. Il a essayé de s'en approcher un peu silencieusement pour voir ce qu'elle faisait et elle était là, allongée sur le canapé, les yeux fermés, la bouche grande ouverte. Elle ne faisait aucun bruit, elle ne bougeait pas du tout. Billy était un peu curieux, il ne savait pas en soi si elle était morte comme ça ou si elle était endormie. Billy, après avoir vu ça, remonte tranquillement dans sa chambre et part pour se coucher. Plus tard dans la soirée, quelques heures plus tard, les jeunes garçons sont tirés de leur sommeil par un gros bruit sourd. Ce bruit sourd venait de leur porte, de la porte de leur chambre, comme si quelqu'un frappait très fort dessus. Là, la porte sous les coups a cédé, elle s'est ouverte et ensemble, ils ont crié de terreur. L'homme qui venait de défoncer leur porte, c'était leur père. Il a allumé la lumière et il a dit « C'est bon, tout va bien, ils sont là ». Là, leur mère est arrivée également au courant et en les voyant, elle a expiré, mais expiré, vous savez, un peu un soupir de soulagement en mode « C'est bon, ils sont là ». Le père dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est la babysitter ?» Quand on est rentré, la porte d'entrée était grande ouverte et la babysitter, elle était introuvable. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est partie? Richie murmure peut-être que le madman l'a pris. Là, Billy regarde ses parents, il a entendu ce qu'a dit son frère, et en acquiesçant de son visage et avec un sourire malicieux, il va dire « Sûrement, Madman Stan a dû l'attraper ». Là les amis, sur cette histoire, on a un petit twist assez intéressant. On a clairement en soi, dans cette histoire, un enfant tueur. Moi, comment j'interprète cette histoire? Parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. C'est qu'en fait, Billy, pour se venger un peu de la tyrannie des babysitters, il lui a fait vivre un peu l'expérience du Madman Stan. Concrètement, je m'explique. La babysitter racontait la fameuse histoire aux jeunes garçons. Elle leur a mis un petit coup de pression en disant que s'ils faisaient des bêtises, elle allait ouvrir la porte pour que le tueur vienne les choper. Billy est descendu pour assurer la sécurité de tout le monde et refermer la porte. Et du coup, il s'est rendu compte qu'en fait, la babysitter l'avait dupé. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout passé pour Billy. C'est pour ça qu'en fait, il a profité que la babysitter soit totalement endormie pour potentiellement la traîner dans un cimetière et lui faire des choses qu'on ne pourrait pas prononcer, c'est-à-dire la torturer et l'assassiner. Ça, c'est ma vision des choses. L'autre version qu'on peut avoir, ce serait en fait que Billy soit le fameux Madman Stan. Ça, j'y crois un peu moins. Si jamais vous êtes babysitter, faites attention à vous, ne faites pas des petites blagues comme ça aux enfants, vous voyez un petit peu comment ça peut tourner derrière. Allez, on décale sur l'histoire suivante. Les amis, dans cette dernière histoire, on va avoir l'histoire d'un couple qui a visité une cabane pendant la nuit la plus sombre de l'année. Rien que ça. Je savais même pas qu'on peut avoir des nuits les plus sombres de l'année. Il était aux alentours de minuit quand ils ont conduit dans les bois et ils sont arrivés à un moment donné devant une vieille cabane. Ils se sont arrêtés là et ils avaient des petits frissons qui parcouraient leur peau déjà. Le jeune homme et la jeune femme étaient là pour se faire des petits frissons et ils se sont donc aventurés vers cette fameuse cabane. Ils ont ouvert la porte et la jeune femme dit « Est-ce que c'est là ?» Ce à quoi le jeune homme répond « Oui, c'est bien l'endroit, entrons dedans. » On ne sait pas encore de quoi il parle, mais ça va venir avec la suite du récit, vous inquiétez pas. La jeune femme dit « Toi, rentre en premier », ce que l'homme fait bien évidemment. La porte s'était refermée derrière eux et ils étaient donc dans la pénombre. Le jeune homme dit dans la cabine « Savais-tu qu'aujourd'hui c'était la nuit la plus sombre de l'année ?» La jeune femme a du mal à le croire et lui dit « Ah bon, t'es sûr, c'est aujourd'hui ?» Le jeune homme dit que oui et il ajoute à ça « Veux-tu savoir pourquoi on appelle cette nuit-là la nuit la plus sombre de l'année ?» La jeune femme lui dit non. Mais le jeune garçon se dit qu'il va quand même lui raconter pourquoi. Moi perso ça tombe bien, je voulais le savoir. Il y a 20 ans, la cabane où il se trouve était déjà abandonnée. Elle tombait déjà en lambeaux et parfois des chasseurs se rendaient à cet endroit pour chasser. C'était également un lieu utilisé pour les jeux de couple, pour se rencontrer dans des endroits un peu atypiques. Et on dit que le vieux bois de la cabine a vu énormément de câlins et de baisers passer. Mais tout a dégénéré un matin froid d'octobre. La jeune femme commence à être intriguée. Elle dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Eh bien, on a trouvé le corps d'une jeune fille dans la cabane. Elle avait été assassinée et la scène de crime était vraiment terrifiante. C'était un meurtre vraiment très brutal. On disait qu'on avait sorti ses intestins, que ses yeux avaient été retirés mais de manière très violente.
Je vais pas faire tous les détails, mais vous voyez un peu le truc, hein. C'était quelque chose vraiment de bien crade. Il y en avait de partout dans la cabine. On dit que l'assassin aurait pris avec lui une des mains de la jeune fille. Elle est morte lentement et en souffrance, mais des souffrances vraiment terribles. La jeune femme commence un peu à paniquer, elle dit mais c'est horrible, pourquoi tu me dis ça? Le jeune homme continue en disant que c'est là que l'histoire devient inquiétante, c'est que l'assassin n'a jamais été retrouvé. Et on dit depuis ce jour que la cabane au milieu des bois est hantée. Chaque année, à la nuit la plus sombre de l'année, on pourrait entendre à cet endroit des cris, comme si le crime était recommis de nouveau. La jeune femme commence à plus trop croire à l'histoire, elle dit tu dis ça juste pour m'effrayer. On est au milieu de nulle part, dans une cabane un peu étrange, c'est juste pour me donner des frissons, je te crois pas trop. Et le jeune garçon dit que non, c'est la stricte vérité. Et étant assez taquin, du coup la jeune femme a du mal à le croire. C'est pas la première fois qu'il fait ce genre de petites histoires fausses pour intimider la femme. Sauf que le jeune homme, lui, assure que cette fois-ci, il ne plaisante pas, c'est la stricte vérité. Il ajoute, mais t'as jamais entendu cette légende, elle est pourtant très connue. Et la jeune femme remarque qu'il a un petit sourire en coin, du coup elle a du mal un peu quand même à croire en la véracité de ses propos. Elle dit donc, non, j'en avais jamais entendu parler, mais bon, cet endroit il me donne la chair de poule, allons-nous-en. Et là, le jeune homme va voir quelque chose, il va dire, viens voir, c'est intéressant. La jeune femme se rapproche petit à petit du jeune homme, elle lui dit en avançant vers lui, si tu m'avais dit tout ça avant de venir, jamais j'aurais accepté qu'on se rende dans cet endroit. Cette fille a dû vivre vraiment un vrai calvaire. Et là, le jeune homme va lui faire un signe, il va lui dire de se taire. Il va le dire, tais-toi, peut-être qu'on pourra entendre ses cris. La jeune fille veut partir, le jeune homme commence à être un peu plus taquin, lui dit attends, on est venu avec ma voiture, moi je te laisse pas rentrer, toi tu passes la nuit ici, comme ça tu auras bien peur. Et la jeune femme, elle est pas du tout sereine, elle plaisante plus du tout avec cette histoire, elle est totalement terrorisée. La jeune femme décide donc de sortir de la cabane en bois. Elle s'approche de la porte, elle se saisit de la poignée, elle fait le geste pour ouvrir la porte, sauf que là, la poignée part dans sa main. La jeune femme est surprise, elle s'attendait pas forcément à ça, et là, sa surprise se transforme en panique, elle commence à essayer de défoncer la porte. Mais rien n'y fait, la porte est totalement bloquée. Pendant qu'elle essaye toujours d'ouvrir la porte, elle dit « Est-ce que tu m'as fait une blague? C'est vraiment pas drôle. Aide-moi à ouvrir la porte. » Et là, elle n'a aucune réponse du jeune homme qui se trouve derrière elle. La jeune femme se retourne, et là, l'homme se recule un peu dans la pénombre. On ne voit qu'une silhouette désormais, avec quelques reflets qui éclairaient au travers des trous dans le bois de la cabane. Et le jeune homme dit « As-tu peur maintenant ?» La jeune femme remarque que l'homme fait des sortes de mouvements de main dans sa main droite, qui laisse au fur et à mesure du temps apparaître un crochet en métal. La jeune femme demande ce qu'il se passe, et l'homme ne répond pas. Il commence à se rapprocher de la jeune femme. Elle se rend compte que l'homme n'est plus aussi jeune qu'il avait l'air d'être, qu'il est maintenant plutôt vieux, il a la peau ridée, des cheveux qui étaient de base blancs sont devenus gris, et l'homme dit « J'adore cette nuit. Quel dommage qu'elle n'arrive qu'une fois par an. » Là, la jeune femme comprend tout. Elle est tombée dans un piège. Elle supplie l'homme devant elle de lui laisser la vie sauve. L'homme ne l'écoute pas et il ajoute « Pendant 20 ans, ils viennent ici. Les visages changent, mais les filles, elles, sont restées les mêmes, faibles et naïves, vulnérables et stupides, qui n'attendent que moi. » La jeune femme se met à genoux sur le sol, elle joint ses mains pour implorer la personne qui se trouve devant elle. L'homme ricane, il lève sa main tenant le crochet et il dit « C'est ma nuit. » Et en cette froide nuit d'octobre, cette cabane dans les bois, isolée, a encore été la source du cri terrifiant d'une fille qui souffrait. La brise du vent a transporté un petit peu le son, et les personnes qui vivaient proches de cette forêt ont entendu ce son venir de la forêt qui se trouvait dans le noir, et se sont précipités à l'intérieur de leur maison pour raconter à leurs proches qu'ils avaient entendu justement le son de la fameuse légende de la cabane dans les bois. Cette histoire s'arrête ici. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant encore une fois dans cette histoire qui est mis en avant. Parfois, on te dit dans des lieux hantés ou enfin des trucs un peu comme ça, que à l'anniversaire de l'assassinat ou ce genre de choses, tu pourrais réentendre ce qui s'est passé le jour où un endroit a été maudit par exemple. Et ce que je trouve intéressant du coup avec cette histoire, c'est qu'on te dit qu'en fait, il n'y a pas une malédiction. Ce qu'il y a, c'est que l'auteur des crimes perpétue à chaque fois un nouveau crime. Donc c'est pas du tout une légende, c'est juste de nouveaux meurtres à chaque fois. Je trouvais ça sympathique. Après, on peut avoir un élément un petit peu questionnable. C'est l'homme en soi, qui était normalement un jeune homme et qui est devenu un vieil homme et qui était du coup le meurtrier de la jeune fille de la légende. Pour moi, alors c'est possible qu'avec du maquillage on puisse se rajeunir. Je sais pas, ou peut-être avec un masque. Est-ce que c'est avec un très bon masque peut-être, est-ce que c'est possible? Ça c'est un détail, ça ruine pas en soi l'histoire même si tu le sais pas. Donc...
Alright. En 1918 à la Nouvelle-Orléans, il y avait un tueur qui prospérait du nom du tueur à la hache, ou l'homme à la hache, comme vous préférez. La seule chose qu'on sait de lui, c'est que c'est un homme plutôt grand, parce qu'à chaque fois il était aperçu comme une grande silhouette, et que son arme de prédilection c'était une hache. Il arrivait à s'introduire chez les gens, dans leur maison, d'une manière très étrange, à tel point qu'on pensait que cet homme était un esprit. On ne savait pas réellement dire que ce tueur était un homme fait de chair et de sang comme vous et moi. Les gens, tellement cet homme était insaisissable, pensaient qu'ils avaient affaire à un esprit tueur. On est le 23 mai 1918, à la Nouvelle-Orléans. Monsieur Joseph Maggio et son épouse, du nom de Catherine, ont été assassinés à leur domicile qui était un appartement qui se situait juste au-dessus d'une épicerie. Le tueur a agi d'une manière assez inexplicable, c'est qu'il les a d'abord, paf, avec un rasoir, et après, alors que les deux personnes étaient déjà décédées, il les a massacrés avec une hache. Donc ce qu'on peut se dire déjà, en tant qu'enquêteur, toi-même tu sais, c'est que cet homme est quelqu'un de très violent s'il massacre les gens à la hache une fois qu'ils sont déjà morts. L'homme bien sûr s'était enfui, du coup on ne l'a pas arrêté. Et pour vous dire à quel point c'était violent, c'est que les têtes des victimes à qui on avait tranché la gorge étaient quasiment détachées de leur corps. Et là, petit cheveu dans la soupe, c'est que le mari, Joseph, quand les secours sont arrivés, il n'était pas mort. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps de décrire l'agresseur parce qu'il est mort suite à ses blessures. Bien sûr, il se passe un truc comme ça, les gens se disent pas c'est cool. Il y a une enquête, les policiers arrivent sur les lieux et ils décident d'investiguer un petit peu, savoir ce qui s'est passé. Les policiers font une découverte, notamment sur une possible entrée du tueur. Ils remarquent effectivement que la porte arrière de la maison avait été découpée et qu'il y avait des vêtements tachés de sang, des vêtements qu'ils soupçonnent appartenir au tueur. C'est-à-dire que le tueur serait rentré par la porte arrière en découpant la porte, il aurait commis son crime, il aurait été taché de sang parce qu'il a fait gicler du sang partout, il est ressorti et il s'est dit mince, je suis sale, j'enlève mes fringues. Les policiers trouvent également une chose en plus, l'arme du crime, la hache. Néanmoins, la hache comme ça servait pas à grand chose. Tu savais, oui, ça a permis de dire effectivement qu'ils ont été massacrés à la hache. Aucun indice n'a été laissé par le tueur et en plus de ça, aucun mobile logique ne semblait se présenter. Le tueur n'avait rien du tout volé. Donc on pourrait se dire que le mobile serait peut-être personnel, peut-être qu'il en voulait à ce couple, ou peut-être pas, peut-être qu'il s'est juste dit tiens, eux, ça ferait des bonnes victimes. Mystère. Le seul indice, le petit truc à se mettre sous la dent, c'est une écriture non loin du lieu du crime qui a été faite à la craie, où il y avait noté, on suppose que c'est le tueur qui a noté ça, Madame Joseph Maggio siégera ce soir, il suffit d'écrire Madame Towney. Pour le moment on comprend pas trop. Un peu plus tard, quelques jours plus tard, on a trouvé l'arme du crime, celle qui a causé la mort notamment à Catherine Maggio. Le fameux rasoir, lui il a été retrouvé dans le jardin d'une propriété voisine. Ce rasoir il appartenait au frère de Joseph Maggio, du nom de Andrew. C'était un rasoir particulier parce que c'était un rasoir de barbier, profession qu'exerçait le frère de Joseph Maggio. Naturellement il est devenu suspect. Son alibi c'est que la nuit du crime, il était sorti faire une petite fête, qu'il est rentré chez lui la nuit, dans sa maison qui était juste à côté de là où vivait le couple qui a été assassiné. Il dit qu'il a entendu des bruits venir de chez son frère, mais qu'il était tellement saoul qu'il s'est dit qu'il allait pas aller voir. Andrew Maggio a été arrêté, mais il a vite été libéré parce qu'un témoin a dit avoir vu un homme tenter un peu de se camoufler non loin de la scène du crime le soir du meurtre, et que cet homme ne ressemblait pas du tout, de près ou de loin, à Andrew Maggio. Du coup, la police se dit bon, c'est peut-être pas lui. On avance dans le temps. Le 27 juin, aux alentours des 7h du matin, John Zonka, qui était un boulanger, exerçait sa profession, il livrait ses produits, quand il a découvert le corps de deux personnes, Louis Bessumer ainsi que sa maîtresse, Harriet Lowy, qui gisait dans une mare de sang. Il a appelé la police a enquêté, ils ont constaté que les deux corps qui sont présentés là dans cette mare de sang semblent avoir été attaqués à la hache, et bien qu'ils n'étaient pas morts, ils avaient quand même échappé au pire parce qu'ils présentaient de très graves blessures à la tête. Comme pour le premier meurtre, il semblait que le meurtrier ait réussi à rentrer dans la propriété par une porte arrière en découpant la porte. Sur les lieux du crime avait aussi été laissée une hache en sang, bien en évidence dans la salle de bain, pas du tout camouflée, mais c'est tout. Encore une fois, aucun vol, aucun mobile logique n'était présenté aux enquêteurs. La maîtresse Harriet, quand elle a pu reprendre connaissance, a expliqué que leur agresseur avait la peau sombre et que c'était un homme grand. La police décide de ne pas la croire parce qu'elle semblait trop sous le choc pour pouvoir dire des choses qu'on pourrait croire. Elle semblait quand même pas mal divaguer. Et les enquêteurs avaient potentiellement raison de ne pas la croire parce que une fois que le couple, la maîtresse et Louis Bessumer, étaient remis sur pied, allait beaucoup mieux, ils ont décidé de revivre dans l'appartement où s'est passé le crime, qui était chez eux. Et le problème c'est que Harriet
cette agression, ça lui a laissé des séquelles. Elle avait une partie du visage qui était totalement paralysée. Elle a donc décidé de faire une opération chirurgicale pour essayer de retrouver pleinement le contrôle de son visage. Sauf que cette opération a été un échec et du coup elle était ensuite quasiment mourante à la suite de cette opération qui était une opération très lourde. Et là, elle a encore une fois changé sa version. Elle ne disait plus que l'agresseur était un homme à la peau sombre et grand, elle disait que c'était son mec, Louis Bézumer. L'homme fut arrêté et emprisonné et il a eu un procès. Ce procès n'a rien donné parce que les jurés se sont dit « Attends, c'est compliqué que le mec, il se fracture lui-même le crâne. » Parce que je vous rappelle que Louis Bézumer était aussi une victime de cet incident. Donc les jurés, oui, naturellement, ils se disent « Attendez, il va pas se fracturer le crâne à la hache tout seul. C'est assez fou s'il fait ça quand même. » Du coup, il est déclaré innocent. Et les jurés, ils n'ont pas mis longtemps à le déclarer innocent, ils ont délibéré que 10 minutes. Donc c'était en gros, est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est innocent? Innocent, levez la main, tout le monde a levé la main, ok c'est bon, emballé, pesé. On avance dans le temps. Le 5 août, Madame Edward Schneider, qui était une femme enceinte de 8 mois, donc presque arrivée à son terme, s'est réveillée à un moment donné en sursaut, elle ne sait pas pourquoi, mais ce qu'elle a vu à son réveil, c'est une silhouette presque fantomatique juste au-dessus de son lit. Totalement paniquée, elle a hurlé, mais là, un objet contondant est tombé sur sa tête. En quelques secondes, le silence a regagné toute la pièce, et peu après minuit, son mari, du coup, Edward Schneider, parfois je peux dire Madame Edward Schneider, ça veut dire l'épouse de Edward Schneider. Donc Edward Schneider a trouvé le corps de sa femme. Il l'a retrouvée alors qu'il rentrait du travail, elle gisait dans son propre sang, totalement inconsciente. Elle avait une plaie énorme sur le visage, une plaie qui semblait venir d'un coup très violent parce qu'elle en avait même perdu des dents. Et j'ai dit qu'elle était inconsciente parce que oui, elle n'est pas morte. Les enquêteurs ont été appelés, ils ont investigué les lieux, ils n'ont pas trouvé d'armes comme sur les précédentes scènes de crime. Du coup, ils ont deux théories. Soit le tueur a pris une lampe qui se trouvait à côté pour frapper la femme, mais tu te dis il a dû la frapper sacrément violemment pour la laisser dans l'état dans lequel il l'a laissée, ou alors il l'a frappée avec une hache, mais la hache il l'a ramenée avec lui. Fort heureusement, la femme a survécu à ses blessures, elle a pu donner naissance à son enfant sans aucun souci. Encore heureux que dans ce genre d'histoire, parfois on a aussi des petits points positifs. On avance encore un petit peu, le 10 août. Pauline et Marie Bruno, qui étaient deux jeunes filles, des sœurs âgées de 16 et 13 ans, ont été réveillées par des bruits de coups qui ne venaient pas de leur chambre mais de la chambre de leur oncle. Oncle qui s'appelle Joseph Romano. Les deux jeunes filles sont allées voir ce qui se passait, ils ont trouvé leur oncle qui avait reçu des coups à la tête. Il avait son crâne ouvert à deux endroits différents, mais là, petit coup de chance, elles sont arrivées pendant que l'agresseur cherchait à s'enfuir, donc elles ont pu le voir un petit peu, voir à quoi il ressemblait. C'était un homme à la peau sombre, qui portait un costume noir et un chapeau qui tombait un peu sur son visage. Malheureusement, bien qu'encore conscient après l'agression, Joseph Romano est décédé suite à ses blessures. Comme pour les autres scènes de crime, aucun vol à déclarer, aucun mobile logique. Là on en est quand même à une certaine série d'agressions, forcément ça fait parler, du coup, parmi la population, ça commence un peu à paniquer quand même. Surtout que cet agresseur vient chez les gens pendant qu'ils dorment, personne n'arrive à vraiment trouver le sommeil, ils se disent tous mais attends mais si je m'endors, ça se trouve le mec va venir, il va m'attaquer pendant que je dors. Se crée alors une sorte de tour de garde, si on peut dire ça comme ça, où des habitants de la ville décident à tour de rôle de veiller un petit peu sur la population. La traque de l'homme à la hache est lancée. Il y a un homme qui va faire une déclaration, un ancien détective italien du nom de John D'Antonio, qui va dire qu'en 1911, il y avait une série d'homicides qui avait été commis qui présentaient certaines caractéristiques similaires à ce qu'il y a actuellement dans la ville. Il ajoute à cela que l'auteur de cette série d'homicides en 1911 n'avait jamais été arrêté et que potentiellement l'individu qui avait commis cette série de crimes était peut-être le même. Il ajoute également son petit profil psychologique, il dit que c'est un tueur qui rôde, qui aurait une double personnalité, qui tuerait les gens sans motif, effectivement ça se tient, qui serait de jour, si on peut dire, un citoyen lambda totalement respectable, et de nuit, il laisserait parler ses pulsions meurtrières, à la manière un peu d'un Dr Jekyll et Mr Hyde. En gros, c'est un homme totalement sain d'esprit la journée, on lui donnerait la garde de nos enfants sans problème, mais parfois il a des pulsions meurtrières qu'il n'arrive pas à contrôler, et à ce moment-là il devient fou et il commet ces fameux crimes. Comme dans beaucoup d'affaires où il y a justement une hystérie collective qui se crée, beaucoup de personnes se présentent à la police pour dire qu'ils pensent avoir vu le fameux tueur, l'homme à la hache. Certains trouvent des haches, ils disent « regardez, il était chez moi, etc. etc. » Il y a plein de rumeurs qui se créent autour de cette affaire. Par exemple, il y a une rumeur qui est née qui disait que ce fameux tueur rôdait dans les rues déguisé en femme. On dit par exemple qu'un 21 août, un homme a sauté une clôture, qu'il était armé d'une hache, donc naturellement, vous voyez ça participe au développement de cette hystérie collective. Et ça participe tellement que les policiers commencent à se dire que peut-être la peur fait dire des bêtises aux gens. Ça les fait voir des choses
qu'ils ne verraient pas forcément en temps normal. Par exemple, tu vois un mec qui a un manteau noir, tu vas dire mon Dieu, mais c'est lui, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste ton voisin. Et vous voyez, il y a eu plein de témoignages comme ça, de personnes qui pensent avoir vu l'homme et tout. Si on se dit que toutes ces rumeurs sont vraies, donc ça veut dire que le tueur à l'arrache aurait eu plein d'occasions ratées, du jour au lendemain, l'homme a disparu. Il y avait toujours quelques petits témoignages par-ci par-là, mais cette affaire s'est un peu éteinte, si on peut dire. Plus grand monde commençait à en parler, on n'avait plus retrouvé forcément de corps qu'on pourrait lui associer, donc c'est comme si en fait cet homme s'était volatilisé, qu'il avait mis fin à sa série de crimes macabres. Mais une nuit, monsieur Giordano, qui était épicier, a entendu des cris venir d'une maison voisine. Une maison qui appartenait à la famille Cortimiglia, et où il s'était passé quelque chose qu'on pourrait qualifier comme crime de l'homme à la hache. Comme si, là, sur cette famille, il venait d'indiquer qu'il était toujours en vie, toujours présent et toujours prêt à faire plus de victimes. L'épicier s'est rendu du coup chez la famille, et il a trouvé dans la maison Rosie, la mère de famille, gravement blessée à la tête et qui tenait entre ses mains sa petite fille décédée. Derrière elle, il y avait son mari qui gisait sur le sol, qui lui, était dans une mare de son propre sang. La famille a été emmenée à l'hôpital, ils ont été pris en charge, et encore une fois, les enquêteurs se sont rendus sur place. De un, ils se sont dit, mince, on pensait que cette affaire commençait à être classée, et là, on doit reprendre du service par rapport à ça. Donc ça veut dire que cet homme n'est pas mort, il n'a pas arrêté, il s'est pas enfui, il n'a pas quitté le pays, il est toujours là. Et de deux, il bloque encore, il bute en touche, parce que, comme pour les crimes précédents, il n'y a pas d'indice. Mis à part l'arme du crime, la fameuse hache, et une porte arrière qui avait été découpée. Les enquêteurs ne savent pas comment avancer. Ils se disent qu'ils ont en face d'eux un homme organisé, qui sait ce qu'il fait, un homme fou qui plus est, qui a une passion pour le meurtre. La terreur qui commençait un peu à se dissiper se redéveloppe énormément parce que là maintenant les gens se disent que ce tueur peut aussi s'en prendre aux enfants. Du coup, on repart un peu dans la même période de terreur qu'on avait juste avant, c'est-à-dire les gens qui pensent voir quelqu'un qui serait le tueur, etc., etc. Et là, l'affaire va avancer un petit peu. On va avoir des éléments, mais ça va pas permettre de la résoudre. C'est que la mère de famille, une fois qu'elle est remise de ses blessures, elle parle. Et ce qu'elle dit, c'est encore quelque chose d'assez fou. Elle dit que la personne qui l'a attaqué, c'est ni plus ni moins que l'épicier qui vivait à côté, qui l'a retrouvé, ainsi que son fils. C'est quelque chose que les enquêteurs ont du mal à croire parce que l'épicier en question, il était assez âgé, 69 ans et en mauvaise santé, donc il pourrait pas attaquer une famille comme ça. Et le fils, lui, était un homme grand et très imposant, mais trop imposant. Tellement imposant qu'il ne pourrait pas passer par les portes, par les issues par lesquelles le meurtrier passait. Mais là, il va se passer un peu un coup de théâtre. Parce que, bien que le mari de la femme qui avait survécu, qui tenait son enfant, lui aussi était vivant, lui, il a parlé aussi et il a dit que ce que sa femme disait, c'était du bullshit. Mais bien que lui-même disait ça, les policiers ont quand même arrêté l'épicier et son fils. Ces deux personnes ont été condamnées, mais pas n'importe quelle peine. Le fils a été condamné à mort par pendaison, et l'épicier, le père, a été condamné à la prison à vie. Après que la condamnation a été déclarée, pas qu'elle ait été exécutée, qu'elle ait été déclarée, le père de famille et la mère de famille qui ont subi cette dernière agression ont divorcé. Parce que le père de famille ne pouvait pas se dire qu'il allait vivre comme ça encore avec une femme qui mentait. Et effectivement, peu de temps après ça, la femme a avoué qu'elle mentait et qu'elle a dit ça par jalousie. Fort heureusement, tout ça a été entendu avant que la sentence ne soit appliquée, la sentence à mort et la sentence de prison à vie, et du coup, l'épicier et son fils ont pu être relâchés et reprendre leur vie tranquillement. Encore un peu plus tard, un rédacteur en chef d'un journal a reçu une lettre écrite par un homme qui semblait très prétentieux et qui se revendiquait comme l'homme à la hache. Voici ce que cette lettre disait. Estimés mortels, ils ne m'ont pas pris et ils ne le feront jamais. Ils ne m'ont jamais vu car je suis invisible, tout comme les terres qui entourent votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit et un démon de l'enfer le plus chaud. Je suis celui que vous, néo-orléanais, et votre folle police appelez l'homme à la hache. Quand je l'entendrai, je viendrai et réclamerai d'autres victimes. Moi seul sais qui ils doivent être. Je ne laisserai aucune preuve, sauf ma hache sanglante, barbouillée du sang et du cerveau de celui que j'aurais envoyé ci-dessous pour me tenir compagnie. Si vous le souhaitez, vous pouvez dire à la police de veiller à ne pas m'énerver. Bien sûr, je suis un esprit raisonnable. Je n'ai pas été offensé par la façon dont ils ont mené leur investigation dans le passé. En fait, ils ont été si profondément stupides qu'ils m'ont amusé. Moi et sa majesté satanique, Francis Joseph, etc. Qu'ils ne cherchent pas à découvrir qui je suis, car il vaudrait mieux qu'ils ne fussent jamais nés plutôt que d'encourir la colère de l'homme à la hache. Je ne pense pas qu'un tel avertissement soit nécessaire, car je suis sûr que la police m'esquivera toujours, comme elle l'a fait dans le passé. Ils sont assez sages et savent comment se tenir à l'écart du danger. Sans aucun doute, vous, néo-orléanais, pensez que je suis un meurtrier des plus horribles.
ce que je suis. Mais je pourrais être bien pire si je le voulais. Si je le souhaitais, je pourrais visiter votre ville tous les soirs. Je pourrais tuer des milliers de vos meilleurs citoyens à volonté, car je suis en relation étroite avec l'ange de la mort. Maintenant, pour être exact, à minuit 15, temps terrestre, mardi soir prochain, je vais passer à la Nouvelle-Orléans. Dans mon infinie miséricorde, je vais vous faire une petite proposition à vous les gens. La voici. Je suis très friand de musique de jazz, et je jure par tous les diables des régions basses que chaque personne chez qui se trouvera un groupe de jazz en train de jouer au moment que je viens de mentionner sera épargné. Si tout le monde a un groupe de jazz, bien, alors tant mieux pour vous les gens. Une chose est sûre, c'est que certains d'entre vous qui n'écouteront pas de jazz mardi soir, s'il y en a un, goûteront de la hache. Eh bien, comme j'ai froid et que je me languis de la chaleur de mon tartare natal, il est temps que je quitte votre maison terrestre et que j'arrête mon discours. En espérant que vous vouliez bien publier cela, ce qui pourrait vous convenir, j'ai été, je suis, et je serai le pire esprit qui ait jamais existé, que ce soit dans la réalité ou dans le royaume de la fantaisie. Signé, l'homme à la hache. C'est une sacrée lettre, hein. C'est très bien écrit, ça met des gros coups de pression. Après, c'est possible effectivement que ce soit un charlatan qui veut juste s'attirer un petit peu de notoriété. Bien sûr, la lettre a été publiée et ça n'a pas laissé les gens de la ville indifférents. Certaines personnes commençaient déjà à prévoir d'appliquer ce que l'homme disait, c'est-à-dire avoir un groupe de jazz qui jouait chez eux la date en question. Et bien que cette lettre assez effrayante en a terrorisé certains, d'autres ont décidé de ne pas se laisser faire. Les personnes les mieux armées de la ville, par exemple, ont décidé de diffuser des lettres dans les journaux, invitant l'homme à la hache à venir chez eux pour les confronter. Vient le jour fatidique, et beaucoup d'habitants de la Nouvelle-Orléans faisaient la fête comme si leur vie en dépendait, parce que pour eux, leur vie en dépendait. Je peux vous dire qu'il y avait des groupes de jazz de partout. Toute la nuit, la ville a vécu au rythme du jazz, et le jour s'est levé ensuite, on a fait un peu les comptes, et personne n'était mort. Là, des théories vont naître, soit l'homme à la hache était content de ce qui s'était passé, du coup il n'avait tué personne, soit tout ça n'était qu'une vaste mascarade. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, pendant 10 mois, on n'a plus entendu parler de cet homme. Je dis bien pendant 10 mois parce qu'il s'est effectivement repassé quelque chose. Un épicier, Steve Boca, s'est réveillé en plein milieu de la nuit, et ce qu'il a vu, c'est une silhouette sombre tenir une hache. Et quelques secondes plus tard, quand il a vu la hache lui retomber dessus, il est sombré dans l'inconscient. Traduction, il se l'est pris dans la tronche, il est tombé inconscient, c'est normal. Plus tard, il est revenu à lui, il s'est dirigé vers la maison d'un de ses amis, alors que du sang dégoulinait de son visage, et une fois qu'il est arrivé à destination, il s'est évanoui de nouveau. Cet ami l'a pris en charge, il a appelé la police est allée au domicile de cette nouvelle victime, et encore une fois ils ont trouvé les mêmes indices qu'à l'accoutumée. La porte arrière découpée, la hache ensanglantée laissée sur les lieux, et encore une fois, rien d'autre. Pas de vol, rien du tout. La victime s'est remise de ses blessures, mais il a été victime d'une perte de mémoire, et la ville, elle, était de nouveau paniquée, en se disant que l'homme à la hache était de retour, encore une fois. Il y a eu encore plusieurs agressions, ratées ou réussies. Par exemple, une femme qui a été agressée dans son lit, un pharmacien qui a vu un homme pénétrer chez lui, il lui a tiré des coups de feu, l'homme s'est enfui et sur place il a laissé une hache. Du coup, encore une fois, une série d'agressions. On ne va pas aller dans le détail parce que le mode opératoire est toujours le même, vous avez compris. On va directement avancer vers la dernière agression. Le 27 octobre 1919, encore une fois un épicier, Mac Pipiton, a été massacré dans son lit. Sa femme n'était pas avec lui, elle était dans une autre pièce, dans une autre chambre, avec ses 6 enfants, et elle a été réveillée par un bruit qui l'a un peu interloqué. Elle est allée voir ce qui se passait. En arrivant dans la chambre où se trouvait son mari, elle a vu un homme, une grande silhouette sombre, qui avait une hache à la main. Elle a vu son mari avec le visage déformé, qui gisait dans son propre sang. D'ailleurs, du sang avait été projeté sur les murs autour de lui, et la silhouette s'est enfuie par la fenêtre. Les enquêteurs sont arrivés, même constatation que d'habitude, mais sauf que là, à partir de ce moment-là précisément, on n'a plus jamais entendu parler de l'homme à la hache. Pourtant, ça faisait un moment que cet homme exerçait sa passion macabre. Les enquêteurs avaient tenté d'avancer, ils avaient interrogé beaucoup de monde, reçu beaucoup de témoignages, de déclarations, mais ils étaient aussi avancés qu'au premier jour de l'enquête, c'est-à-dire, à part les peu d'indices qu'il y avait sur la scène de crime, et voilà ce mode opératoire similaire, ils n'avaient rien du tout. À l'image un peu d'un Jack l'Éventreur, on ne sait pas qui est l'individu derrière cet homme à la hache, puisqu'il n'a plus jamais refait parler de lui d'une quelconque manière derrière tout ça. Ce qu'on peut se dire, c'est est-ce que on avait affaire à un tueur paranormal, comme l'homme à la hache prétendait, quelque chose qui vient des enfers, du coup quelque chose qui peut disparaître et venir sans laisser de traces, ou est-ce qu'on avait affaire à un homme qui peut-être a eu un accident, il est mort sur le coup, et du coup ça a mis fin comme ça à sa série de crimes.
Dans ce premier récit, on va voir l'histoire d'une femme à qui il est arrivé quelque chose d'assez particulier. Un soir, cette fameuse femme rentrait du travail. Elle est arrivée tranquillement chez elle et une fois à l'intérieur de sa maison, elle a posé son sac à main sur la table de la cuisine. Après cela, elle a commencé à fouiller un peu à l'intérieur et elle s'est rendue compte que son téléphone n'y était pas. Elle ne se rappelait plus la dernière fois où elle l'avait en sa possession. Du coup, la pensée qui lui traverse l'esprit, c'est qu'elle l'a perdu sur le trajet pour rentrer chez elle. Elle se dit aussi que peut-être quelqu'un l'a trouvé. Du coup, elle va vers son téléphone fixe, elle tape son numéro de téléphone portable et elle appelle. Peut-être que si quelqu'un l'a récupéré, il répondra et elle pourra convenir d'un rendez-vous pour le récupérer. C'est possible. Même si en soi, je pense que si quelqu'un trouve un téléphone par terre, il aura plus tendance à le voler que vouloir le rendre. Mais c'est mon avis. Et là, assez étrangement, bien que ça sonne pendant un moment, quelqu'un décroche le fameux téléphone portable disparu. Sauf que la personne décroche, mais elle ne dit aucun mot. On entend que le téléphone sonne et puis ensuite on tombe pas sur la messagerie. On remarque quand quelqu'un décroche le téléphone, mais généralement quelqu'un dit allô, et là, aucun bruit. La femme est surprise que déjà quelqu'un ait répondu au téléphone et elle dit donc allô, mais elle ne reçoit aucune réponse. La seule chose qu'elle entend, c'est une respiration assez forte à l'autre bout du fil. De nouveau, la femme dit bonjour, est-ce que vous m'entendez? Et là, avec une voix grave mais assez basse, la personne à l'autre bout du fil répond. Cette personne répond Je t'entends. et juste après ça, la personne raccroche. La femme est très surprise, elle se dit mais attends, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Elle rappelle une nouvelle fois le numéro de son téléphone portable. Sauf que cette fois-ci, à chaque fois, personne ne répond. Elle tombe sur sa messagerie. Au bout d'un moment, elle abandonne. Elle se dit que la personne qui a trouvé son téléphone, finalement, lui vole, qu'il a décroché comme ça par curiosité, et que voilà, il faisait juste une petite farce, mais qu'il n'avait nullement l'intention de rendre le téléphone. La soirée avance, il commence à être tard, du coup la femme décide d'aller se coucher. Elle monte les escaliers, elle va dans sa chambre, et là, elle tombe devant un spectacle qui l'effraie. Elle remarque que son téléphone est sur sa table de nuit. Elle l'inspecte, et elle se rend compte que le téléphone est sur silencieux. L'histoire s'arrête ici, la femme est foutue. Pourquoi? Parce que la personne qui lui a pris son téléphone se trouve dans sa maison. Après, c'est une histoire assez courte, il manque pas mal de détails, on ne sait pas forcément comment l'individu qui a pris le téléphone est rentré chez elle. On peut supposer qu'il l'a suivi, mais voilà, c'est une petite histoire comme ça, qui est là un peu pour mettre en jambe pour les histoires à venir. Dans ce second récit, on va parler de l'histoire d'un prince qui s'appelle Prospero. Il vivait dans un énorme château dans les montagnes, et étant un prince, il avait des servants, des courtisans, qui étaient là pour répondre à ses moindres désirs. Le château, c'était un château classique comme vous pouvez sûrement le visualiser. Des grands murs de pierre, il était entouré d'une sorte de fossé. Alors j'ai un trou de mémoire, mais je crois qu'on appelle ça des douves, mais j'ai un doute. À l'entrée, il y avait une énorme porte en métal, mais vous voyez un petit peu du coup l'image du château classique qu'on peut avoir. Le prince a entendu des rumeurs concernant une sorte de peste qui traversait le pays. Les gens appelaient cette peste la mort rouge. C'était une maladie très contagieuse et des villes avaient été contaminées en une seule nuit. Les personnes qui étaient infectées par cette maladie souffraient énormément, ils étaient pris de gros vertiges et de douleurs vraiment très fortes. Du sang commencerait à couler ensuite de leurs yeux, ensuite de leur nez et de leur bouche, jusqu'à ce qu'ils perdent la vie. Et tout ça, à chaque fois, dans la plus grande des souffrances. Et cette fameuse maladie commençait à se rapprocher de là où vivait le prince. Du coup, il a proposé à ses nombreux amis de venir se réfugier dans son château. Comme ça, lui tiendrait un peu compagnie. Une fois que tout le monde était venu, il a fermé les portes, il a barricadé les fenêtres, comme ça ceux qui étaient à l'intérieur restaient à l'intérieur et ceux qui étaient à l'extérieur ne pouvaient pas rentrer. Dans le château, c'était la belle vie, bien qu'il y avait cette fameuse maladie. Les gens là-bas riaient, ils dansaient, ils faisaient la fête, ils étaient très heureux, alors que de l'autre côté des murs du château, la mort rouge, elle, se répandait. Et les gens, eux, qui n'avaient pas l'opportunité d'aller dans le château, souffraient et mouraient. Pour que ses invités soient divertis, le prince Prospero a organisé un bal masqué. Il a demandé à ses servants et servantes de redécorer 7 salles pour avoir un bal masqué des plus spectaculaires. La première salle était peinte en bleu, du sol au plafond. La seconde était en rose, la troisième était verte, la quatrième était orange, la cinquième était blanche et la sixième était violette. Quant à la septième salle, elle était totalement noire. Les murs, le plafond, le sol, tout avait été recouvert de peinture noire. Et tout correspondait à la couleur de la salle. C'est-à-dire que les tables étaient nappées de drap noir, les barricades qu'on avait mis aux fenêtres étaient noires, tout voilà était accordé comme ça. Comme ça on avait une immersion totale par rapport à la couleur de la salle. À l'un des murs de cette fameuse septième salle, il y avait une horloge. Une horloge du coup qui était totalement noire,
qui faisait un bruit de tic-tac, comme une horloge le ferait. Et à chaque heure, l'horloge sonnait pour indiquer l'heure qu'il était. Aucune des salles n'avait de lumière. Dans chacune des salles, la seule lumière qui émanait, ça ne venait pas d'électricité, d'ampoule, ça venait du feu qui permettait aussi de réchauffer la pièce. Mais dans la fameuse 7e salle, la salle qui était tout en noir, le feu faisait apparaître des sortes d'ombres sur les murs. Ces ombres effrayaient les invités, du coup il n'y en avait que quelques-uns qui étaient assez braves pour mettre les pieds dedans. Et enfin, le fameux bal masqué a commencé. Tout a commencé dans la salle bleue, et tout le monde prenait beaucoup de plaisir. Tout le monde portait un masque, c'est normal, c'est un bal masqué. Des musiciens jouaient des chansons assez joyeuses. On ne se doutait pas qu'à l'extérieur des murs du château, il y avait une peste qui tuait tout le monde. Les tables étaient recouvertes de nourriture et de boissons. Enfin, c'était une sacrée fête. Et à chaque fois que les horloges dans les salles sonnaient, à chaque heure, tout le monde s'arrêtait. Les musiciens s'arrêtaient de jouer, ceux qui dansaient s'arrêtaient pour écouter le fameux son de l'horloge. Vous pouvez trouver ça un peu bizarre, mais c'est qu'en fait, ce son d'horloge annonçait qu'il fallait changer de salle. Système assez atypique en soi. En gros, la fête se faisait dans une salle, tic-tac, boum, l'horloge sonne, les gens changeaient de salle, ils redansaient, ils refaisaient la fête, boum, ça ressonne, ils changeaient de salle et ainsi de suite. La nuit a avancé, ils ont commencé dans la salle bleue, ensuite ils sont allés dans la rose, après dans la verte, la orange, la blanche, la violette, et enfin, ils devaient ensuite se rendre finalement dans la salle qui était tout en noir. Les gens vont donc dans la fameuse salle noire, et la fête rebat son plein. Et là sonne l'heure de minuit. Encore une fois, tout le monde s'arrête. Mais là, les invités remarquent quelque chose qu'ils n'avaient pas remarqué jusqu'à présent. Les musiciens ont arrêté de jouer de la musique, les gens ont arrêté de danser, ils observent un petit peu la pièce. Et ils remarquent qu'au milieu de celle-ci, il y a un homme masqué que les gens n'avaient pas remarqué avant. Il était grand, il portait une longue cape noire, et son masque, lui, ressemblait à un squelette rouge. Je pense que vous commencez un petit peu à voir vers quoi on se dirige. Le prince Prospero remarque cette fameuse personne, et là, il est très énervé. Il se dit, c'est qui ce mec-là qui s'est incrusté à ma soirée? Il dit donc, avec énervement, qui es-tu? Comment oses-tu m'insulter en venant dans ma demeure sans invitation? Quitte mon château sur le champ, ou je te ferai tuer. Il met les coups de pression, le prince Prospero. Et cette fameuse personne, au masque rouge, ne réagit pas du tout. Il ne fait aucun mouvement, il est immobile. La seule chose qu'il fait, c'est regarder le prince droit dans les yeux. Et là, il va se passer quelque chose de surnaturel, c'est qu'une lumière rouge s'empare de la pièce. Les invités sont terrorisés, ils paniquent tous sauf en soi le prince Prospero. Lui, il reste sur ses positions, il n'accepte pas que quelqu'un lui désobéisse. Il sort son épée, il la pointe vers l'homme masqué et il dit « Pars maintenant ou je te découperai moi-même ». Et là, l'homme masqué va commencer à bouger. Il va marcher lentement vers le prince Prospero. Tous les invités, eux, reculent de quelques pas, ils ont peur de ce qui pourrait se passer. Et là, l'homme se retrouve vraiment nez à nez avec le prince. Et avec des mains qui semblent presque squelettiques, il retire son masque rouge. Là, le prince a changé d'attitude. Il est passé d'énervé à terrorisé. Il a laissé échapper un cri de terreur et il a lâché son arme. Les invités ont également crié de terreur parce que sous le masque de cette fameuse personne qui s'était incrustée à la soirée, il n'y avait rien. Il y avait simplement le vide. Et là, tout d'un coup, le prince Prospero tombe au sol. Il commence à se tordre de douleur, sa peau commence à rougir, du sang commence à couler de ses yeux, de son nez et de sa bouche. Et là, tout d'un coup, tous les invités présents dans la pièce s'écroulent au sol également. Ils tombent dans le même état que le prince Prospero. Leur peau rougit, du sang coule de leurs yeux, de leur nez, de leur bouche. Toute la pièce résonne des cris de douleur de tous ceux qui s'y trouvaient. On dit que la mort rouge est venue dans le château du prince Prospero comme un voleur dans la nuit et que un par un, le prince Prospero et ses invités ont perdu la vie en attrapant la terrible maladie qui portait le nom de la mort rouge. L'histoire s'arrête ici. C'est une histoire bien sympa, je trouve. C'est une petite histoire un peu fictive comme ça. On la racontera pas aux enfants, mais je trouve ça assez cool. J'espère qu'elle vous a plu parce que moi j'ai kiffé vous la raconter. Je trouve que ça change, ça fait un peu légende urbaine comme ça. Je trouvais ça différent. C'était assez intéressant aussi d'un peu personnifier une maladie comme ça, quelque chose qui n'est pas en soi palpable, en une sorte de créature. On ne sait pas trop comment identifier la personne qui représente la mort rouge. Mais histoire bien sympa. Franchement, j'ai bien kiffé. On va conclure cette vidéo avec une histoire que je vais vous raconter à la première personne. Comme ça, il y aura plus d'immersion. Je suis actuellement assis devant mon ordinateur. J'ai très peur, car chaque moment
pourrait être mon dernier. Mon ami est à côté de moi et c'est la seule raison pour laquelle ma vie est en danger. Je sais que ça n'a aucun sens à vos yeux pour le moment, mais laissez-moi vous expliquer. Tout a commencé plus tôt aujourd'hui, quand un de mes amis est venu chez moi et a claqué la porte derrière lui. Ses yeux étaient remplis de terreur et il a patienté quelques instants, le dos plaqué contre la porte comme s'il essayait de la bloquer. Il respirait très fortement, je lui ai donc demandé, naturellement, ce qui lui était arrivé. Et c'est là qu'il m'a raconté son histoire. Il vivait avec sa tante les années précédentes parce que ses parents étaient à Mexico. Il faisait un travail un peu humanitaire dans un hôpital à Mexico. Et la nuit précédente, un homme étrange est rentré dans cet hôpital. Il criait en espagnol, il semblait être totalement terrifié par quelque chose. Les médecins l'ont pris en charge, ils l'ont installé sur une chaise, et pendant qu'il reprenait son souffle, il a raconté une histoire dans une langue que tout le monde pourrait comprendre, l'anglais. Il a dit que sa sœur avait été assassinée par quelque chose qu'il qualifiait comme la muerto blanco, ce qui voudrait dire la mort blanche. Il n'arrêtait pas de répéter que c'était lui le suivant. Assez confus, le personnel hospitalier lui a demandé qui était la muerto blanco. Et là, avec un visage totalement horrifié, cet homme a dit que c'était une femme sans âme, d'une jeune fille qui était décédée des années auparavant. Elle est morte toute seule, sans amour et dans la solitude. Elle détestait tellement la vie qu'elle voulait enlever toutes les traces de son passage sur Terre. Son plus grand désir, c'était d'être oubliée de toutes les mémoires. C'est pour ça qu'elle est revenue d'entre les morts, en tant qu'esprit vengeur, pour tuer tous ceux qui sont au courant de son existence. C'est une fille sans pour autant être une fille, elle n'est pas morte sans pour autant être vivante, on ne sait pas trop ce que c'est. Elle a des yeux froids, totalement noirs, qui réclament le sang. Elle bouge sans pour autant qu'on ne puisse la voir se déplacer. Elle suit ses victimes comme un prédateur chasserait sa proie. Elle les poursuit, peu importe la ville, les montagnes ou les rivières. Et c'est une fois qu'ils sont chez eux qu'elle va les attaquer. Vous ne pouvez jamais vraiment savoir si elle vous suit, jusqu'à ce que vous entendez quelqu'un frapper à votre porte. Elle toque une fois pour votre peau, qu'elle va utiliser pour couvrir sa peau décrépie. Elle toque 2 fois pour vos cheveux, qu'elle ferait grincer entre ses dents. Elle toquerait 3 fois pour vos os. Et elle toquerait 4 fois pour votre cœur, qu'elle arracherait de votre poitrine. Elle toquerait 5 fois pour vos dents, qu'elle irait polir pour les garder dans une boîte. Elle toquerait 6 fois pour vos yeux, qu'elle vous retirerait un par un. Et elle toquerait 7 fois pour votre âme, qu'elle aspirerait. Peu importe où vous allez, la mort blanche vous traquera. Vous pouvez essayer de vous enfuir, mais elle est plus rapide qu'aucun mortel ne l'a jamais été. Même si vous vous enfuyez de votre maison, elle pourra vous retrouver. Et cet homme qui racontait l'histoire était vraiment convaincu que c'est cette mort blanche qui avait tué sa sœur. Il a essayé d'en parler à la police, mais la police bien sûr ne l'a pas cru. Ils l'ont viré du commissariat en lui disant qu'il ne fallait pas qu'il croie à des histoires de vieilles sorcières. Il a essayé d'aller voir un prêtre, mais le prêtre ne l'a même pas écouté. Il lui a fermé la porte de l'église sous le nez, et selon lui, ce fameux prêtre aurait vu la mort blanche suivre l'homme qui était venu demander de l'aide. Et ne voulant pas être impliqué dans cette histoire, il ne l'a pas aidé. À l'hôpital, l'homme se tenait la tête entre ses mains et il a ajouté que la mort blanche vous traque jusqu'à ce que vous racontiez son histoire à quelqu'un d'autre. Et c'est là que la mort blanche frappe. Elle vous tue et part en chasse de la personne à qui vous avez raconté l'histoire. Après avoir raconté son histoire, l'homme s'est levé précipitamment de sa chaise, a couru vers le parking de l'hôpital, a volé une voiture et s'est enfui. Apparemment, plus tard dans la journée, les parents de mon ami ont appelé sa tante pour raconter de l'étrange expérience qu'ils venaient de vivre et notamment l'histoire de cette fameuse mort blanche. Les parents ont appelé la tante en soi pour savoir si elle avait déjà entendu parler de cette histoire, chose qui n'était pas le cas. Et encore plus tard dans la journée, la tante a reçu un nouvel appel, mais pas des parents de mon ami. C'était la police mexicaine qui disait que les parents avaient été retrouvés morts à l'extérieur de l'hôpital. Ils avaient été réduits en pièces. La tante a évidemment appelé mon ami à l'école pour lui informer de la mauvaise nouvelle. Il est tout de suite rentré chez lui, sa tante lui a raconté toute l'histoire, et lui ne pouvait pas en croire ses yeux. Il était totalement attristé de cette situation. Il venait de perdre ses parents. Mon ami est ensuite sorti faire un tour, et à son retour, quelque chose n'allait pas. Il a trouvé la porte de la maison ouverte. Il s'en est doucement approché et il a vu qu'à l'intérieur il y avait une traînée de sang. Il l'a suivi, et cette traînée de sang menait au corps sans vie de sa grand-mère, qui avait, comme ses parents, été réduit en pièces. Dans un premier temps, mon ami ne croyait pas à cette histoire de mort blanche, mais maintenant pour lui, c'était quelque chose de bien réel. C'est là qu'il a fui sa maison et qu'il s'est rendu directement chez moi. Il m'a raconté cette histoire et je ne pouvais pas le croire. En l'espace d'une journée, son père, sa mère et sa tante avaient perdu la vie. Ça semblait trop fou pour que j'y croie. Et avant que je ne puisse ajouter le moindre mot, mon ami et moi
avons entendu quelqu'un toquer à la porte. Pendant 1 heure, on a regardé cette porte sans bouger. Ni lui, ni moi ne voulions l'ouvrir pour savoir ce qui se cachait derrière. Quelqu'un toquait à la porte en continu, pendant que nous, on était terrifiés. Elle n'a pas abandonné. Tout ce temps, on l'entendait toquer. La mort blanche était là, et elle était inarrêtable. Je pense qu'elle voulait nous effrayer, mon ami et moi. Je pense qu'elle voulait qu'on se divise, qu'on s'en veuille à l'un et l'autre. Et effectivement, j'en voulais à mon ami. Je lui en voulais de m'avoir raconté cette histoire. Je me suis assis, derrière mon ami. On écoutait toujours la mort blanche qui toquait à la porte. Le son était de plus en plus fort, comme si elle perdait patience. J'étais dans mes pensées. Je pensais à beaucoup de choses. Je me disais que j'aurais aimé qu'il se fasse attraper avant d'arriver chez moi. Comme ça, il n'aurait pas été capable de me raconter cette histoire. Je n'aurais pas été en danger. Je regrette de l'avoir rencontré. Et je suis désolé pour vous aussi. Je vous ai raconté cette histoire, et maintenant que vous connaissez son histoire, elle viendra pour vous la prochaine fois.